Merci d'avoir choisi les programmes de Martinique La Première. Bonsoir et surtout très belle fête de la Chandeleur en ce mercredi 2 février. Où commence la maltraitance? Revenons à l'origine peut-être de ce qui pourrait expliquer pourquoi l'on ne traite pas quelqu'un ou soi comme il le fallait. Naître afin de grandir pour être traité dans sa juste mesure, c'est ce que tous espèrent. Être maltraité verbalement, physiquement ou encore émotionnellement joue sur la personnalité. La maltraitance, Steve, c'est vrai que c'est une approche qu'on n'aurait peut-être pas imaginée, celle que vous allez nous présenter ce soir, donc, avec cette question, où commence la maltraitance? Oui, parce que c'est vrai que la maltraitance, ça se définit comme des formes de mauvais traitements physiques déjà, psychologiques. On pense aussi aux abus sexuels, mais la maltraitance, c'est aussi la négligence. Et il y a aussi un concept qui a émergé ces derniers temps, qui est celui de la violence éducative ordinaire, qui a aussi permis de mettre en évidence des éléments de maltraitance, mais qui ont été plutôt considérés comme faisant partie de l'éducation, et qui correspondent aussi peut-être à une vision de ce qu'est un enfant, parce que c'est vrai que on va parler à un moment de la maltraitance vis-à-vis de soi-même, que je vais plutôt la présenter comme la conséquence de la maltraitance subie. Parce que nul ne se maltraite sans avoir été maltraité. Donc c'est vrai que je vais plutôt parler de la maltraitance de l'enfant. C'est vrai aussi qu'on maltraite les personnes âgées, mais pourquoi? Parce que une personne âgée retourne un peu en enfance. Donc finalement, c'est toujours cette question de comment on interagit avec quelqu'un, enfant ou une personne âgée, mais je vais plutôt parler des enfants parce que pourquoi ça m'intéresse? Parce que les adultes que nous sommes, nos auditeurs, sont des enfants qui ont grandi, et je trouve que ce sujet est intéressant à aborder par rapport justement à notre vécu à chacun. L'enfant, parce que c'est la base, c'est le début, je disais il y a quelques instants, c'est là où tout commence en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'on va s'y arrêter ce soir à travers tout ce que vous pourrez nous dire sur où commence la maltraitance. Mais avant tout, évidemment, pour se jeter un petit peu dans le bain et inviter nos auditeurs aux alentours de 20h30 pour réagir par téléphone et puis envoyer vos SMS tout au long de ces 2 heures de drive back. Comment comprendre la maltraitance? Eh bien, donc il y a plus. Vous voulez dire comment comprendre que ce phénomène existe? C'est ça? D'accord. Alors, bien, une des réponses, en tout cas celle que j'aimerais apporter, je vais peut-être donner 2 réponses là. Pour moi, déjà la maltraitance existe vis-à-vis des enfants parce que les parents sont des personnes qui ont eux-mêmes eu une enfance avec des phénomènes de maltraitance. On sait très bien que ça fait partie des processus, que celui de reproduire. Et puis un deuxième aspect de la maltraitance qui serait plus ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, la maltraitance ordinaire, la maltraitance qui passe inaperçue ou qu'on pense relever de l'éducation. Eh bien, ce serait la cause principale, ce serait une certaine forme d'ignorance, de non-conscience, d'inconscience des conséquences de ses mots, de ses regards, de ses actes, de sa façon d'interagir, une non-connaissance de tous les éléments psychologiques et des conséquences de ce qu'on peut faire subir sans en avoir conscience. Et donc, cette forme de maltraitance-là passe pour une éducation sérieuse, peut-être sévère, mais juste. Et à contrario, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive, l'éducation bienveillante, qui repose sur certaines notions, notamment une certaine conception de ce qu'est l'enfant, peut passer pour les adeptes de la violence éducative ordinaire, pour du laxisme ou un truc de bobo, mais qui ne serait pas sérieux, je dirais. Donc en fait, d'un côté, la maltraitance, sévère,
relève beaucoup de la reproduction, de la pathologie, hein, de celui qui l'a fait subir. Et puis d'un autre côté, ce qui semble être normal, mais qui ne l'est pas en réalité. Du moment qu'on a un peu compris comment ça se passe, la maltraitance, n'oublions pas que vous avez quand même mis en exergue deux champs, c'est-à-dire tout à l'heure vous parlerez de l'enfant, mais on va parler de l'individu en général, et puis de l'autre, ce serait le premier champ, l'individu, et puis soi-même, c'est-à-dire plutôt, excusez-moi, c'est les autres, j'avais parlé des autres, et puis de soi. Donc on a vraiment deux champs où la maltraitance est vécue de manière différente. Oui. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est vécu de manière différente quand vous avez quelqu'un qui vous maltraite et quand vous-même vous maltraitez? Bien, déjà, pour moi, dans la façon dont je voudrais présenter les choses ce soir, c'est que finalement, le fait de se traiter mal, de mal se traiter, de se maltraiter, est une des conséquences du fait d'avoir été soi-même maltraité. Et un parent maltraitant, en fait, se maltraite lui aussi forcément. On peut pas être un père ou une mère ou un éducateur épanoui si on est dans la maltraitance vis-à-vis de ses enfants, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de parents, mais tout éducateur, même enseignant, toute personne qui a à charge des enfants, toute personne épanouie dans ce rôle-là est forcément quelqu'un qui est dans une compréhension de ce que l'autre vit, dans une forme d'empathie. Et finalement, on ne maltraite les autres que parce que on ne sait pas se traiter soi-même correctement. C'est en ce sens que avec les personnes que j'accompagne, la reconnaissance d'avoir été maltraité, parce que parfois ce sont des maltraitances assez subtiles qu'on a du mal à reconnaître comme relevant de la maltraitance, et bien cette reconnaissance-là passe en même temps par aussi la compréhension que celui ou celle qui nous a maltraités était lui-même ou elle-même en souffrance. Et donc, oui, on peut subir de façon beaucoup plus... on peut subir de la même façon la maltraitance à soi-même, la maltraitance venue des autres. Et là où il y a quelque chose d'assez faramineux, c'est que la maltraitance vienne d'une personne autre ou de soi-même, elle suscite en nous un sentiment de culpabilité, d'impuissance et de honte. C'est-à-dire que même quand on est maltraité par quelqu'un d'autre, l'enfant par exemple, eh bien il se sent coupable de cette maltraitance. Ce qui lui permet parfois justement de donner raison à la maltraitance qu'on lui fait subir. Et quand on se maltraite soi-même, alors se maltraiter soi-même c'est quoi? C'est ne pas faire ce qui est bon pour nous. C'est aussi simple que ça. C'est se saboter, c'est développer des addictions, c'est développer aussi une propension à la toxicité, qu'elle soit relationnelle ou en termes de substances. C'est le fait de se faire du mal en ayant des comportements autodestructeurs. Eh bien, ça suscite de la culpabilité, mais venant de quelqu'un d'autre aussi. On se sent coupable toujours lorsqu'on est maltraité. Oui, et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Donc on commence la maltraitance avec Steve Tailamé jusqu'à 21h première partie, seconde partie, la société. Est-ce qu'elle maltraite les individus qui font groupe, qui font corps pour se rassembler ou s'assembler? Vous allez pouvoir réagir en seconde partie d'émission. La maltraitance, alors c'est vrai qu'on en parle là en première partie de l'enfant. On parlera, vous avez aussi évoqué au niveau de nos seniors cette maltraitance, et vous disiez tout à l'heure qu'ils reviennent en enfance, donc on peut essayer
d'analyser la situation comme ça en se disant que certains les maltraitent pour cette raison, mais il y en a d'autres encore, hein, ce n'est pas forcément la seule. Il peut y avoir des raisons sociales, des raisons financières, enfin d'autres raisons encore qui pourraient venir s'ajouter en parlant de maltraitance. Comment la comprendre, c'est vrai. Est-ce que là, on peut revenir à ce que vous avez commencé à développer sur l'enfant? Je disais que l'enfant, c'est le départ, c'est la construction d'un individu qui deviendra grand, adulte, qui s'épanouira, etc. Donc, il faut tenir compte de ça quand on parle de la maltraitance. Oui, alors je vais faire un petit point. J'aime bien associer un petit peu la réflexion philosophique, pour comprendre certains concepts. Faut bien comprendre que l'enfant, le mot enfant, ça veut dire infant, c'est celui qui n'a pas le langage. Et on associe le langage, traditionnellement, le langage à la pensée et donc à l'intelligence. Et c'est assez incroyable de se rendre compte que, pendant très longtemps, on a considéré que l'enfant n'était pas tout à fait un être humain, n'était pas tout à fait une personne, parce que il ne parle pas, il ne fait pas preuve d'intelligence. Il y a même cette notion de l'âge de raison à l'âge de 7 ans. Donc, à partir de 7 ans, l'enfant raisonne et est en train de devenir un être, une personne. C'est un peu choquant, entendu comme ça, mais c'est une réalité. Et nous en gardons encore des traces, c'est-à-dire que même si au XXIe siècle, l'appréhension de l'enfant au niveau conceptuel est différente, il y a des traces de ça. Il faut quand même comprendre que, par exemple, Françoise Dolto, au XXe siècle, Françoise Dolto est morte en 1988, elle a créé une sorte de révolution, rien qu'en disant que le bébé était une personne. Et une des phrases que j'ai notées, parce qu'elle a eu beaucoup de réactions, c'est un scandale pour l'adulte que l'être humain à l'état d'enfant soit son égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la structure de la façon de concevoir l'éducation et la relation à l'enfant, il y a quelque chose qui n'était pas présent, c'est la notion de respect. Et l'éducation s'est fondée à partir d'une certaine conception de l'enfant qui, parce qu'il n'est pas doté du langage, qu'il ne témoigne pas de l'intelligence, l'idée c'était qu'il fallait le rendre une personne humaine en passant par, excusez-moi l'expression, mais quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du dressage, d'une éducation un petit peu à la dure, où on va le forger quelque part. Et c'est intéressant parce que il y a un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Spinoza. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais j'ai trouvé une phrase quand même assez incroyable. C'est le XVIIe siècle. Ainsi, encore, nous voyons que personne n'a de pitié d'un bébé pour la raison qu'il ne sait ni parler, ni marcher, ni raisonner, et qu'il vit, somme toute, tant d'années, presque qu'inconscient de lui-même. Donc, au XVIIe siècle, là, c'est toute une pensée, une conception. Vous voyez, il dit que c'est quelque chose personne n'a de pitié pour un bébé. En fait, on a encore des traces de ça à travers ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, où finalement on a du mal à concevoir l'enfant, même si Françoise Dolto et d'autres psychologues sont passés par là, comme quelqu'un qui doit être traité comme on traite un adulte, c'est-à-dire en respectant sa dignité, en respectant en lui apportant du respect, même si on a la charge de l'élever, c'est-à-dire le rendre plus grand, le faire monter en conscience peut-être, mais ça dit beaucoup de choses sur la raison pour laquelle les maltraitances de toutes sortes se perpétuent, parce que ça a laissé des traces. Je pense qu'il faut mais préciser sur le contexte. Vous parlez du XVIIe, voire même du XVIIIe siècle. L'enfant n'avait aucune considération.
C'est pour ça aussi qu'on a retrouvé des philosophes qui ont placé l'enfant au centre de tout. Et puis après, en termes de sociologie, beaucoup ont mis l'enfant, ce qu'on appelait par la suite l'enfant roi, mais ça c'est pour les siècles après. Mais en tout cas, au XVIIIe siècle, un enfant, voilà, ce n'était pas une personne, c'était pas l'enfant était plutôt là pour aider aux besognes, à un certain nombre de tâches. Là, on parle encore de ce qui se passait en Occident. Hein. Donc tous ces philosophes, c'est vrai, à un moment ont vu la situation, ont réfléchi et ont émis un certain nombre de réflexions face à la position que devait avoir l'enfant dans la société et le considérer comme un individu, une personne à part entière et non entièrement à part. Voilà, vous voyez par exemple Rousseau au XVIIIe siècle, c'est un avant-gardiste quand il écrit Les 1000 loups de l'éducation, tout ça, parce que sa conception de l'enfant est complètement différente des autres philosophes des Lumières qui mettent en avant la raison et finalement l'enfant n'intéresse personne. Et Rousseau va mettre en évidence la notion de nature et l'enfant pour lui a déjà en lui cette nature humaine, mais il a besoin de l'écrire parce que ce n'est pas si évident. Et on voit bien que dans les sociétés, finalement, comment on peut concevoir que, puisqu'on dit que la maltraitance se transmet, les modèles éducatifs, eh bien, on peut, à travers des exemples, des considérations comme celle-là, comprendre comment des parents qui aiment leurs enfants, c'est ça qui est incroyable, c'est là que c'est le plus difficile, même pour les enfants devenus adultes, de reconnaître qu'ils ont à la fois été aimés et maltraités. On pourrait y rajouter qui aime bien châtie bien, oui ou non ou... ça c'est la violence éducative ordinaire. On a beaucoup entendu ça, et on l'a vu dans les actes. Enfin, je sais même pas s'il faut dire adage, parce que l'adage c'est pas, il est un peu plus positif que ça, mais oui, peut-être un proverbe ou une citation pourrait. L'adage, je pense que non, ça n'irait pas avec ça. Mais qui aime bien châtie bien. Oui, ça fait partie des quelques préceptes de la violence éducative ordinaire. Alors, dans cette violence éducative ordinaire, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, puisque l'émission c'est où commence la maltraitance, où prend naissance. C'est vrai qu'il y a des formes de maltraitance, c'est évident, c'est presque pas la peine d'en parler, mais la violence éducative ordinaire, c'est quoi? C'est tout ce qui est menace. Quand on élève un enfant avec comme pilier d'éducation la menace, le chantage affectif, je te prends, je te jette, selon que tu sois gentil ou pas. L'humiliation, c'est-à-dire faire, par exemple, quelque chose de l'ordre de l'humiliation, ce serait parler aux cousins, cousines, oncles, tantes, enfin des gens de la famille ou des amis, de choses que l'enfant a mal fait, et puis en tournant ça à la plaisanterie. Voilà, alors c'est pas méchant, mais tout le monde rigole de l'enfant qui est là et qui est vexé, mais comme c'est un enfant, c'est pas très grave. L'expression de la colère pour intimider, alors ça veut pas dire qu'on puisse pas être en colère, ça veut pas dire qu'un parent, de toute façon nul n'est parfait, mais quand la colère est utilisée consciemment, donc c'est-à-dire c'est souvent une apparence de colère pour intimider, c'est aussi, et ça c'est très intéressant, les conflits violents devant l'enfant, avec parfois aussi la prise de parti à partie de l'enfant, c'est-à-dire que on ne respecte pas, enfin l'enfant c'est comme un objet je ne veux pas faire trop de comparaison, et donc on peut se taper dessus, s'insulter devant lui. Aujourd'hui, on sait que pour un enfant, c'est très violent que de voir de la violence, surtout entre des personnes qui l'aiment, des gens qui sont proches. Et la prise à partie, il faut bien savoir que l'enfant, il se sent toujours pris à partie. S'il voit des gens dans sa famille se combattre, finalement, il est où entre les deux? Et ça, c'est la culpabilité qui va venir, parce que forcément, il y a un sentiment de trahison. Alors, bien sûr, j'ai pas parlé des coups pour la violence éducative ordinaire. Ça dépend non pas des milieux, mais voilà, de la tradition familiale ou du contexte. Et ça, ce sont des choses
même en tant qu'éducateur, tout ce qui est, on peut faire du chantage, de la menace et de l'humiliation sans même avoir conscience que c'est ça. Et les personnes vous répondent, mais moi on m'a fait ça, ça m'a pas tué. Non, ça ne t'a pas tué, mais il y a quelque chose en toi qui est atteint aussi par ça, et forcément tu le reproduis parce que tu n'as pas conscience. J'avais envie que vous puissiez repréciser, ou plutôt préciser à nouveau, d'ailleurs pourquoi on parle de l'enfant, pourquoi on parle de l'enfance par rapport à la maltraitance. Donc cette maltraitance, on est en train ce soir de savoir un peu où elle démarre, où elle débute, à quel moment elle prend corps, elle prend forme, et c'est sûrement dans tout ce que vous venez de dire, tous les actes qui sont faits à l'encontre de l'enfant à cette période vont être, c'est peut-être ce que vous allez nous dire tout à l'heure, sont assez déterminants pour la suite de son destin, et la maltraitance d'ailleurs en fait partie. Mais est-ce qu'on se rend compte, ou est-ce que ceux qui sont autour de lui à ce moment-là se rendent compte qu'ils ont des mots, des gestes, des postures, voire même des comportements qui sont en lien ou qui ressemble étrangement à de la maltraitance? Eh bien, c'est toujours une question de prise de conscience, de prise de conscience et de volonté aussi de ne pas reproduire, parce qu'évidemment, les violences éducatives ordinaires. Alors, j'ai pas cité les procédés de maltraitance plus sérieux. Là, j'ai cité que ce qui relève de l'éducation de la violence éducative ordinaire. Il faut simplement, pour prendre conscience, il faut déjà être en mesure de s'introspecter suffisamment pour, sans être dans une posture de victimisation ou d'accusation des parents ou des éducateurs, simplement prendre conscience des conséquences de certaines choses, notamment le fait que peut-être l'estime qu'on a de soi n'est pas très forte. Juste prendre conscience qu'on n'est pas obligé de reproduire, de faire de la même façon. Mais c'est sûr que ça peut demander un vrai travail, parce qu'on peut être dans des choses qui sont maltraitantes sans en avoir conscience. Et en général, on n'en a pas conscience parce que justement, on n'est pas très doux avec notre propre enfant intérieur. On en a parlé dans l'émission sur l'enfant intérieur. Ce rapport qu'on a avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, avec nos parts blessées, avec nos parts vulnérables. Si on n'est pas en capacité d'aller regarder ça, et donc parfois y compris d'aller très objectivement voir les séquelles qu'on peut avoir d'une certaine forme d'éducation, eh bien on peut pas ne pas le reproduire avec les enfants dont on a la responsabilité, en tant que parent ou en tant qu'enseignant même. Et de retour après la musique jusqu'à 21h avec Steve Taïlamé, thérapeute holistique. Où commence la maltraitance, où elle débute, où elle prend naissance, où elle démarre. Et vous avez déjà bien commencé à nous exposer votre façon de voir les choses, Steve Taïlamé, comment la comprendre. La primauté, on l'a compris, c'est l'enfant et c'est l'enfance, en tout cas dans sa généralité. Peut-être une question aussi, pourquoi la maltraitance existe-t-elle, même si vous y avez répondu oui en partie dans la première partie de notre émission, et là on va continuer à arriver aussi sur les conséquences, tout ce que cela peut provoquer. Alors il y a aussi un élément, on va pas tout mettre sur le dos de la maltraitance subie par un parent, par un enfant devenu parent. Quelqu'un qui est aussi avec des troubles psychiques peut justement être un parent négligent. C'est une forme de maltraitance. Et donc, quelqu'un qui va mal peut être un parent qui n'arrive pas à être qui n'arrive pas à s'occuper de lui-même et qui n'arrive pas non plus à s'occuper de son enfant, et donc avoir peut-être des moments où il n'arrive pas à gérer ni ses émotions ni quoi que ce soit. Et parfois ce ne sont pas des gens qui ont subi de la maltraitance, évidemment, effectivement.
Vous souhaiteriez continuer encore sur un autre point avant de passer, c'est vrai, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant de passer aux conséquences, tout ce que cela peut provoquer? Oui, je voudrais aborder quelques aspects de la maltraitance aussi dont on parle pas trop. Un des aspects, c'est la parentalisation des enfants. La parentalisation des enfants, c'est lorsque le parent, parfois c'est les deux, mais souvent c'est un seul, rend l'enfant responsable de comment il va, de comment il est. C'est-à-dire que l'enfant, et ça c'est souvent des personnes fragiles, mais ça peut être aussi une certaine forme de manipulation, je dirais de perversion psychique, où on va attendre de l'enfant, même de 5-6 ans, qu'il fasse en sorte que le père ou la mère aille bien, avec des processus de culpabilisation. Si l'enfant n'est pas sage, alors c'est de ta faute si j'ai mal à la tête, c'est de ta faute si, etc. Voilà. Et l'enfant peut du coup justement grandir dans cette forme d'insécurité, parce que l'enfant c'est quoi? C'est ce moment normalement où on est censé pouvoir se reposer sur ses parents. Et un parent qui parentalise son enfant, eh bien l'élève dans une insécurité qui est en quelque sorte une forme déjà de négligence, parce que ça veut dire que je me déresponsabilise de mon rôle de parent, mais aussi d'inversion qui peut provoquer de vrais sévices en fait psychiques chez quelqu'un qui n'a pas pu se reposer sur un père ou une mère, mais surtout qui en a été responsable. Alors le rabaissement et le dénigrement, ben ça c'est voilà. J'ai évoqué aussi voilà, des parents qui vont être avec une humeur changeante, une humeur changeante indépendamment de ce qui se passe. Avec ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant grandit toujours avec cette insécurité, sentiment d'insécurité, et s'attendant toujours, ne sachant jamais ce qui va se passer. Alors ça va créer, j'aborde juste un petit peu les conséquences, beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'attention, qu'on dit hyperactives, etc. Ce sont souvent des personnes qui ont grandi avec cette sorte de stress permanent, parce que finalement l'enfant est tout le temps sur le qui-vive. Quand est-ce que maman ou papa va s'énerver? Et puis avec des changements de programme, avec des choses très instabilisantes. Et puis autre chose, alors c'est l'intrusion. Alors l'intrusion, c'est vrai qu'on parle beaucoup des sévices sexuels, des abus sexuels, mais il y a quelque chose il n'y a pas besoin d'avoir un inceste ou un abus sexuel physique pour que l'intimité et la sphère de l'intime et donc sexuelle, énergétiquement de l'enfant soient atteints. Tout ce qui est intrusion dans l'intimité d'un jeune adolescent ou d'un enfant, on va fouiller dans ses affaires, on va lui demander des choses de l'ordre de l'inspection, fouiller dans son journal intime. À l'adolescence, un père qui montrerait des signes de jalousie vis-à-vis des garçons qui sont avec sa fille, ou inversement, la mère vis-à-vis de son fils, des choses comme ça, tout ce qui est climat de surveillance où finalement, pour aller vite, on est presque dans une relation de couple avec de la jalousie, où voilà, ça, eh bien, il y a des personnes qui vont venir en consultation, elles ont tous les symptômes de personnes ayant subi des sévices sexuels. Et en fait, parfois, c'est énergétiquement que quelque chose n'a pas été posé, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas grandi avec, on pourrait appeler son intégrité énergétique, son intégrité intime. Ça relève de l'intrusion. Et c'est assez important pour en parler parce que le non-respect de l'intimité, l'atteinte à la pudeur, n'est pas que de l'ordre du sexuel et en tout cas du physique. Elle peut avoir diverses formes et on peut avoir des séquelles proches de quelqu'un qui a vécu des sévices sexuels alors qu'on n'a pas vécu dans les faits quelque chose. Et là, il y a des thérapies.
Oui. Vous allez parler des thérapies qui permettent certainement d'accompagner, etc. Mais là, c'est de manière répétée. L'exemple de l'intrusion ou l'exemple d'une attitude intrusive, c'est de manière répétée. C'est-à-dire que c'est pas sur une seule fois. Il faut aussi pouvoir, le signaler. C'est pas sur une seule fois. C'est un comportement. Mais ça me fait penser aussi, c'est ne pas respecter qu'à un certain âge, peut-être l'enfant n'a pas envie de se montrer ou voilà. Ça aussi, ça peut avoir la même résonance psychique énergétique qu'un viol. Ne pas respecter la pudeur de l'enfant, il n'a pas envie de se mettre en maillot ou je sais pas quoi. Ça aussi, c'est des choses qui relèvent de la maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas au sérieux le ressenti d'un enfant qui peut-être est en train de grandir, développe un autre rapport. Si le parent ou l'entourage n'est pas en mesure de respecter ça, eh bien, on a affaire à quelque chose qui relève aussi de l'atteinte à la pudeur. Où commence la maltraitance avec Steve Tailami, thérapeute holistique? Les conséquences, vous avez déjà donné quelques-unes, mais les conséquences, c'est aussi sur soi, c'est-à-dire cet enfant, qui a pu être dans une période où il y avait de l'intrusion. Vous avez parlé de la parentalisation, rabaissement, humiliation, etc. Cet enfant lui-même aussi peut se maltraiter à un moment. Alors c'est quasiment automatique. Simplement, la maltraitance va être plus ou moins forte. Déjà, par exemple, la maltraitance de base, c'est ne pas être en mesure d'être en contact avec soi-même. Parce que lorsqu'on est quelque part en permanence ou de façon... Parce que il faut bien comprendre que si on a un père qui peut être violent, que ça arrive 2 fois dans le mois, le traumatisme n'est pas seulement les 2 fois où le père se met en colère et commence à taper tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant va vivre en permanence avec l'idée qu'à n'importe quel moment, ça peut basculer. Donc, même s'il n'en a pas conscience. Et donc, c'est un stress permanent. Et ce que ça crée, c'est une dissociation. Ce sont des processus de fuite émotionnelle où on va comme basculer, j'allais dire switcher on-off. C'est-à-dire je suis présent, je m'absente. Et ça fait des personnes à la personnalité dissociée où ces personnes ont tendance à se couper de leurs émotions, à s'absenter, à ne pas être présentes à elles-mêmes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en grande partie, elles vont pas être capables de s'occuper d'elles-mêmes. Elles vont pas être capables d'honorer leur ressenti, parce que souvent, ce sont des personnes dont le ressenti va être complètement anesthésié, parce que pour survivre, il aura fallu justement ne plus ressentir ce stress permanent, ce sentiment d'injustice, ces humiliations, etc. Et puis, une autre conséquence qui relève de la maltraitance, c'est que, et ça on voit, c'est reconnu maintenant, ça va être des personnes qui vont être attirées par ce qu'elles connaissent, c'est-à-dire par le toxique. Donc, ne pas être en mesure, ce sont des personnes qui vont pas être en mesure de repérer, par exemple, des signes dans le comportement d'un futur conjoint ou compagnon, compagne, qu'il y a quelque chose qui va pas dans le comportement. Et donc, elles vont trouver normal de ne pas être respectées, de ne pas être mises en valeur, de ne pas être considérées. Et puis aussi, tout ce qui relève des substances, drogue, de toutes sortes. Parce que, et quand je dis drogue, je veux dire aussi, en anglais on dit drugs pour médicaments aussi, donc tout ce qui est psychotrope, parce que on va rechercher comme un shoot quelque part. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un enfant qui vit dans un stress permanent, et parfois, c'est un peu fou de dire ça, mais même sous des coups, le cerveau sécrète des choses, il y a quelque chose d'hormonal qui se passe. Le stress sécrète quelque chose. Et bien en fait, la personne va curieusement rechercher toujours un effet de shoot, un effet d'altération de la conscience. Parce que la souffrance psychique, physique, elle crée quelque chose. Et ça crée des adultes qui vont être aussi donc dans cette forme de maltraitance qui consiste à être dans des addictions, etc.
Ça c'est pour les conséquences, ce que tous ces faits peuvent provoquer et à quoi ils peuvent conduire. Vous avez pu nous en détailler quelques-uns, mais face à tout ça, à 20h50 avec Steve Taylami, thérapeute holistique, où débute la maltraitance, la question qu'on se pose dans cette émission de première heure. Mais comment faire? Est-ce que d'ailleurs cet enfant par rapport à la maltraitance, il est guère protégé. Donc, comment lui faire comprendre qu'il est dans une situation. Alors, vous me direz évidemment, au niveau social, on met un certain nombre de on met un certain nombre de choses en place. Mais le maltraité lui-même, est-ce qu'il est, et notamment l'enfant, obligé d'attendre de grandir, que cette petite graine puisse pousser, devenir un bel arbre? Pour comprendre qu'il a été dans une situation où il a été maltraité? Oui. Alors, excusez-moi, je voulais juste dire très vite deux autres conséquences que je n'ai pas évoquées, mais je voulais juste revenir. Une des conséquences aussi, ça peut être des personnes qui ont des accès de méchanceté imprévisibles, imprévus, où elles sont comme dissociées, donc elles sont à la fois très gentilles, mais d'un coup comme ça, il y a une pulsion, voilà. Et puis l'autre aussi conséquence, parce que c'est important, ce sont les troubles de la sexualité, soit une hypersexualité, soit une absence de sexualité. Alors pour maintenant, oui, bien malheureusement, à l'heure actuelle, je trouve que les enfants, l'enfant, l'adolescent, même s'il y a eu d'énormes progrès, c'est sûr, mais c'est très difficile, à moins que ce soit justement des choses très grosses, comme très lourdes, comme voilà, de l'ordre du sexuel, des coups, du physique, mais tout ce qui est de l'ordre du psycho-affectif, eh bien, c'est très difficile pour quelqu'un d'extérieur ou pour l'enfant lui-même de repérer et d'avoir cette maturité suffisante. Là, je parle de l'enfant pour vraiment identifier, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la plupart du temps, le parent en même temps, il est aimant, il est responsable très souvent. Donc, ça crée une sorte de dissonance et de conflit intérieur chez cet adolescent ou ce jeune adulte qui a à la fois eu de bons parents et en même temps a subi une certaine forme de maltraitance. Alors bien sûr, aucune éducation n'est parfaite, même en tant qu'élève, on a tous eu des professeurs peu valorisants, parfois qui ont pu nous rabaisser, etc. Et je parle là de choses vraiment lourdes et constantes et systémiques, quoi. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est souvent à l'âge adulte que on est en mesure, parce que aussi à l'âge adulte, il y a eu tout un déploiement de toutes les séquelles et que voilà, à un moment il faut vider son sac par les cornes. Mais oui, c'est ça. Voilà. Oui. Il faut pouvoir le vider, sûrement, pourquoi pas lors d'une thérapie, puisqu'il y a quand même pas mal de thérapies qui existent, de soins aussi. On peut parler de soins, notamment qui viennent en aide à toutes ces personnes qui ont été maltraitées. Donc, que faire celui qui l'a été? Comment doit-il mettre en branle tout ce qui lui reste pour s'en sortir, pour avoir de meilleurs jours devant lui? Alors, c'est vrai que quand quelqu'un a recours à un thérapeute, psychologue, psychanalyste ou thérapeute holistique, etc., c'est en général parce que il est obligé. Peu de personnes vont faire une psychanalyse ou vont commencer une thérapie avec un thérapeute holistique par plaisir, juste pour aller voir. C'est qu'il y a un vrai malaise. Et je dirais que dans beaucoup de cas, la première étape sera chez les personnes qui n'en ont pas tout à fait conscience, parce qu'on a conscience d'un certain niveau, mais parfois ce n'est que le haut de l'iceberg. La première étape, c'est d'être en mesure de vraiment reconnaître le fait de ne pas avoir été bien traité. C'est peut-être une meilleure façon de dire que
d'avoir été maltraité, que l'on n'a pas été bien traité, que l'on n'a pas été reconnu. Reconnu, je veux dire, dans son individualité, dans son intégrité, dans sa dignité. Et cette reconnaissance-là, elle est aussi en même temps, curieusement, une forme de pardon. Parce que on a fait une émission sur le pardon. Pour moi, le pardon, c'est juste redonner à l'autre ce qui lui appartient. Et cette reconnaissance-là, elle ne doit pas aboutir à juste de la colère vis-à-vis des adultes durant l'enfance. Ou bon, bien sûr, là, c'est vrai qu'on parle plus des enfants, mais cette reconnaissance-là, elle passe surtout par aussi la reconnaissance que les autres ont fait comme ils ont pu et que parfois ce qu'ils ont pu, c'était pas bon du tout. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment commencer le travail. Ça me rappelle quelqu'un qui me disait, ah ben ma mère, c'était une bonne mère, elle a été une bonne mère, elle s'est toujours occupée de nous, voilà, on était toujours bien habillés. Et alors, tout de suite, vous comprenez bien, ça fait tilt. Et je lui ai dit, d'accord, vous étiez toujours bien habillés, et est-ce qu'elle était affectueuse? Ah non, pas du tout, c'était pas son truc. Et est-ce que, non. Et ça a été amené à cette personne à vraiment pouvoir formuler, ok, ma mère a fait ce qu'elle a pu, au niveau matériel, elle s'est battue, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais au niveau psycho-affectif, ça n'a pas été la mère que j'aurais aimé avoir, et j'en garde des séquelles. Ça c'est un premier élément important. Et puis le deuxième élément, à ce niveau-là, au niveau pour un thérapeute holistique, c'est tout le travail de libération, et ça ne se fait pas en une fois. Même la première étape non plus, parce qu'on va parfois de maltraitance en maltraitance pour vraiment réaliser certaines choses. Et bien ce travail, selon le type de thérapie holistique qu'on choisit. Alors bien sûr, moi je travaille beaucoup par l'énergétique et la programmation neurolinguistique, etc. Mais ça peut être la kinésiologie, ça peut être même certaines formes d'ostéopathie, ça peut être le MDR qui est très très bien aussi. Eh bien, c'est tout ce qui correspond à la libération psycho-énergétique. C'est-à-dire que le corps, il a une mémoire, il y a des dimensions émotionnelles. Et c'est de séance en séance qu'on va recevoir des clés pour pouvoir le faire soi-même, mais aussi le faire accompagner pour aller contacter ce que j'appelle ces zones de kyste émotionnel, d'encrassement de tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui a été comprimé comme colère, comme sentiment de honte, parce que la honte est très fort chez l'individu maltraité, tout ce qui correspond à des blocages psycho-émotionnels et physiques. Tout ça, c'est un travail de dégagement progressif, sachant que on ne guérit pas, à mon sens, de la maltraitance. On apprend à vivre, on libère certaines choses. Voilà, on cautérise pas, mais on libère afin que quand on cautérise, il y a une plaie, c'est-à-dire qu'on essaie de brûler un petit peu toutes les cellules qui ne sont pas bonnes. Mais là, il est bon de pouvoir complètement laisser partir, lâcher tout cet amas que l'on a accumulé pendant de nombreux temps. Et d'ailleurs, vous parlez de kyste, et je pense que l'image est à propos. Oui, c'est tout à fait l'image appropriée, parce que d'ailleurs ça fait parfois même des kystes réels, mais enfin ce sont des kystes, j'appelle des kystes éthériques. Et donc oui, et ça c'est un travail qui se fait de couche en couche, de domaine en domaine. Bien sûr, quand on se fait accompagner, on apprend aussi à faire certaines choses. Le travail avec l'enfant intérieur est fondamental aussi. C'est un moment clé. Et puis, la troisième étape, qui est une étape qui ressemble un petit peu plus pour moi au coaching, mais permettre, et ça c'est la résilience, de recréer un élan vers ça. Et on va terminer là-dessus, allez-y. Voilà. Voilà, c'est ça. Vers sa vie, parce que ça permet justement de dépasser l'impuissance pour aller vers quelque chose qui relève de l'empuissancement, et c'est là qu'on peut dire qu'on est vraiment grandement guéri, même si on ne l'est pas complètement.